Dans ce journal, il sera question de cette formation initiée par la Convention de la société civile ivoirienne, la nouvelle loi sur l'accès à l'information d'intérêt public au cœur de cet atelier. On évoquera également cette campagne de sensibilisation à la scolarisation de la jeune fille. Elle est initiée dans la région du Bafing par l'ONG Femmes de Demain. Et enfin, on ira au Cameroun où l'on s'intéressera à cette petite unité de transformation tenue par de jeunes gens. Leur trouvaille, transformer les pots de bananes et de maïs en charbon bio. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On commence donc par cette formation initiée par la Convention de la société civile ivoirienne. Au centre de cet atelier, l'accès à l'information d'intérêt public. Il s'agit pour les organisateurs d'informer leurs membres sur la portée de cette nouvelle loi qui régit l'accès aux documents publics, mais aussi sur les missions de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public. Issa Yeo et Abou Sanogo. Plus de soucis pour accéder à l'information d'intérêt public. La loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 oblige les organismes publics à diffuser les informations et les documents publics. En cas d'obstacle ou de refus, la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, peut être saisie. Pour mieux vulgariser cette loi, la Convention de la société civile ivoirienne a initié un atelier. Nous avons décidé de faire cet atelier avec l'appui de nos partenaires pour d'abord nous approprier cette loi et permettre aux organisations membres de la Convention de la société civile de connaître la loi en vue de divulguer la loi auprès des populations à la base. Les acquis que nous aurons aujourd'hui, nous allons les répercuter sur les populations à travers nos représentations. La KIDP a pour mission de veiller au respect et à l'application de la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Un rôle qui ne fait pas d'elle un censeur selon son président. Ni policiers, ni gendarmes, mais une institution qui facilite auprès des requérants, des citoyens, des médias, auprès des chercheurs, des ONG, l'accès aux documents publics. Cette loi, désormais, oblige les administrations publiques de donner à leur demande des informations ou des documents qu'ils détiennent. La Convention de la société civile ivoirienne entend multiplier ce genre de rencontres afin de mieux informer le public sur cette loi d'accès à l'information d'intérêt public. Direction la région de Bafing où l'on sensibilise à la scolarisation de la jeune fille. C'est que cette région, vous le verrez, enregistre l'un des taux les plus faibles en matière de scolarisation. La campagne est organisée par l'ONG Femmes de Demain. Le reportage de Mamadou Kouassi. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est cet adage que l'ONG Femmes de Demain et ses partenaires veulent mettre en pratique dans la région du Bafing, une région qui enregistre un faible taux de scolarisation de la jeune fille. À travers des campagnes de sensibilisation, les membres de l'ONG FEDEM ont expliqué aux parents d'élèves l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Dans la sous-préfecture de Konan, dernière étape de cette tournée de sensibilisation, elles ont signifié aux parents d'élèves que les filles aussi peuvent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. La preuve, la présence de nombreuses femmes dans le gouvernement et dans plusieurs administrations ivoiriennes. Pour encourager ces parents d'élèves, les élèves ont bénéficié en plus de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire de kits scolaires. Environ 500 kits scolaires ont été distribués gratuitement à ces élèves pour leur assurer une bonne année scolaire. Nous voulons que toutes les petites filles partent à l'école. Celles qui sont déscolarisées repartent à l'école. Celles qui sont à l'âge d'aller à l'école partent à l'école. Cela est notre objectif. Surtout que le gouvernement a ajouté un plus. L'initiative de l'ONG FEDEM et de ses partenaires est saluée par le préfet de la région du Bafing. Benoît Kwaku a exhorté la population à inscrire tous les enfants en âge d'aller à l'école, au risque d'être frappés par la rigueur de la loi. Ils estiment que la petite fille n'est pas rentable à l'école. Cette idée est révolue. Il faut passer maintenant à une autre phase, qui est celle qui consiste à scolariser tous les enfants sans distinction de sexe. Avant la région du Bafing, l'ONG Femmes de Demain et ses partenaires ont visité les enfants des familles démunies des communes d'Abobo et de Koumassi. L'objectif de cette ONG, contribuer au bien-être social de la famille à travers la femme et la jeune fille. Retour à Abidjan, précisément dans la commune de Koumassi, 200 kits scolaires ont été offerts à l'école primaire publique BAD 11. C'est un don du Rotary Club Abidjan de Plateau. 200 kits scolaires composés de cartables, de tenues scolaires et de fournitures offerts aux enfants en classe de CP1 et CP2 de l'école primaire BAD 11 au quartier Akromiambla dans la commune de Koumassi.
Pour Soumaoro Assidi, président du Rotary Club de Plateau, ce geste s'inscrit dans le cadre des activités annuelles du Rotary Club à chaque rentrée scolaire. Objectif, aider les parents en difficulté pendant la période de la rentrée des classes. L'année dernière, nous avons mené la même action dans la commune d'Atekoubé. Et cette année, nous avons décidé de venir dans la commune de Koumassi pour la remise de ces kits-là à cette école. C'est dans un quartier qui est défavorisé et donc nous pensons qu'il y a beaucoup de démunis, de nécessiteux ici pour accueillir ces dons. Allo Véronique, inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire Koumassi 1, a salué cette action humanitaire. Action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, à savoir rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Vraiment, ces kits-là, offerts par le Rotary Club Abidjan de Plateau, vraiment arrivent à point nommé. Composé de bénévoles engagés, le Rotary Club est présent dans le secteur éducatif depuis plusieurs années. L'organisation œuvre surtout dans la construction et la réhabilitation de salles de classe. Encore un autre don, cette fois c'est un opérateur économique qui fait parler son cœur à l'endroit de l'orphelinat de jeunes filles de Grand-Bassam. Un don composé de vivres, notamment du riz, de l'huile et des pâtes alimentaires. Serge Coléa. Des sacs de riz, de l'huile et des pâtes alimentaires, c'est le don en vivres fait par Emmanuel Kwao à l'orphelinat des jeunes filles de Grand-Bassam. Il s'agit pour cet opérateur économique d'apporter sa contribution à la prise en charge de ces jeunes filles. J'ai toujours pensé à faire un don orphelinat de Bassam. C'est un rêve aujourd'hui. C'est réalisé vraiment, je suis rempli de joie. On ne peut pas attendre chaque fois l'État de venir. L'État a beaucoup de choses à gérer. Nous-mêmes, on peut les aider. Ce geste vient mettre du baume au cœur des bénéficiaires. La directrice a exprimé aux bienfaiteurs la gratitude des jeunes filles de l'orphelinat de Grand-Bassam. Un remerciement de l'orphelinat, de la direction de l'orphelinat, mais aussi de toute la hiérarchie, avec en tête Madame la ministre Anne-Désirée Oloto. L'État de Côte d'Ivoire en tout cas fait beaucoup d'efforts au niveau de l'alimentation, au niveau des institutions. Mais comme je dis souvent, l'État seul ne peut pas tout faire. Quand le budget se met en place un an à l'avance, le budget ne sait pas la situation que nous allons vivre à un moment T. Donc pour nous, c'est vraiment nous faire souffler quand les donateurs, les bienfaiteurs viennent donner un coup de main à l'État. L'orphelinat des jeunes filles de Grand-Bassam existe depuis 1972. Il a une capacité d'accueil de 250 personnes. Tous les pensionnaires bénéficient d'une prise en charge éducative, sanitaire et psycho-affective. Tout à fait autre chose à présent au Cameroun. Une petite unité de transformation fait parler d'elle. Elle est tenue par de jeunes gens. Leur trouvaille, transformer les pots de bananes et de maïs en charbon bio. On crée des emplois et on contribue par la même occasion à la protection de l'environnement. Regardez. Comme tous les jours, à bord de ce tricycle, Alphonse et Cédric sillonnent le marché central de Douala pour ramasser les ordures. Aujourd'hui, les commerçants ont abandonné des kilos de feuilles de maïs, des déchets végétaux qui peuvent désormais être transformés en énergie. Nous sommes en train de faire le ramassage des déchets alimentaires pour la confection du charbon écologique. Et nous le faisons chaque jour. Une fois la récolte accomplie, ces étudiants de l'université de Douala se dirigent vers leur unité spécialisée dans le recyclage des ordures ménagères. Le processus est simple, les déchets sont entreposés dans un séchoir pour en retirer le maximum d'eau. Nous les mettons dans le séchoir à une température de 105 degrés et au bout de quelques minutes, les feuilles ont perdu presque 99,5% de leur taux d'humidité et elles sont sèches, prêtes à la carbonisation. Les déchets sont réduits à l'état de cendre dans un four de carbonisation. La poudre noire obtenue est ensuite conditionnée, prête à la vente. Résultat, un charbon écologique qui émet très peu de gaz à effet de serre et ne fume presque pas. C'est un charbon qui est non toxique, ne produit pas les fumées, dont ne noircit pas également les marmites, donc c'est économique pour les tampons et les éponges métalliques. En plus, c'est plus puissant énergétiquement que les autres formes de charbon qui sont sur le marché. Le Cameroun est un gros consommateur de charbon.
Il est principalement confectionné à partir de bois coupés dans la forêt ou dans les mangroves de Douala. Un désastre environnemental à petit feu que le charbon écologique pourrait ralentir. Je préfère ce charbon parce que le charbon écologique, c'est un très bon charbon. C'est économique et ça ne fume pas et ça chauffe très bien, ça cuit aussi bien l'aliment. Le charbon bio coûte quelques centimes de moins que le charbon de bois, mais Muller et son équipe sont convaincus que le prix pourrait davantage baisser si la production venait à augmenter. Avec une aide extérieure financière, ils pourraient réaliser leur rêve, devenir les rois du charbon vert. Présidentielle 2015 en Guinée-Conakry, l'opposition dénonce une mascarade politique. Les 7 candidats disent avoir constaté une fraude massive, des actes de corruption et une insuffisance de matériel de vote. Et ils l'ont annoncé, ils rejetteront les résultats de la présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante a au maximum 72 heures pour publier ses résultats provisoires. Toujours en bref, au Burkina Faso, une commission d'enquête sur le putsch manqué du 16 septembre 2015 vient d'être créée. Elle dispose des mois pour déposer son rapport. Sa mission est de recueillir le maximum de témoignages afin de qualifier les différentes infractions commises au Burkina, où l'on assiste aux premières inculpations après l'autopsie de la dépouille de Thomas Sankara. Au moins 8 personnes ont été inculpées 28 ans après pour leur implication présumée dans l'assassinat de l'ex-président burkinabé. On en sait plus sur le crash du vol MH17 survenu le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine. Selon le bureau néerlandais pour la sécurité, l'avion a été touché par un missile sol-air de fabrication russe. L'avion transportait 298 personnes à son bord et reliait Amsterdam à Kuala Lumpur. Un missile russe est bien à l'origine du crash du vol MH17 dans l'est de l'Ukraine. La presse néerlandaise a révélé, avant leur publication officielle, les conclusions de l'enquête internationale sur cette tragédie qui a fait 298 morts en juillet 2014. Selon les enquêteurs, le missile sol-air qui a abattu l'avion de la Malaysia Airlines a été tiré d'une zone tenue par les séparatistes pro-russes, ce que Moscou a toujours démenti, mettant en cause l'armée ukrainienne. En Angleterre, on s'intéresse à ce restaurant que certains pourraient qualifier de féministe. Installé dans un théâtre de Londres, le restaurant Mazimas a su intégrer des femmes, particulièrement des immigrés. On y retrouve cette femme chef en cuisine. Mazimas, un restaurant avec une conscience sociale. Dans la cuisine, tous les chefs aux commandes sont des femmes immigrées ou réfugiées. Créé en 2012, ce restaurant éphémère de Londres tire son nom de l'expression grecque « Elatena fate mazimas » qui signifie « venez manger avec nous ». L'objectif du restaurant est de valoriser ces femmes qui ont dû laisser une partie de leur vie derrière elles. J'ai appris à faire plein de plats et j'ai rencontré beaucoup de personnes de différents pays, des amis. Azeb est éthiopienne, elle profite de ce travail pour avoir de l'expérience professionnelle et espère pouvoir concrétiser son rêve, monter son propre café. Depuis 2012, plusieurs de ces femmes ont quitté les cuisines de Mazimas pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Les responsables du projet sont débordés par les candidatures. Une quarantaine de femmes sont sur la liste d'attente. On se voit aussi comme une voix politique. Nous faisons campagne pour changer le droit des réfugiés, reconnaître leur existence, mais aussi les bienfaits pour notre société. D'un point de vue économique, mais aussi culturel, surtout ici à Londres, où chaque personne n'est pas d'ici. Le multiculturalisme est extraordinaire. Au menu, des plats d'Iran, d'Éthiopie, du Sénégal, de Turquie ou encore du Brésil, avec comme ingrédients principaux la convivialité et l'entraide. Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, j'ai trouvé très difficile d'être une immigrante parce que je n'avais pas de contact, pas de réseau. Mazimas a été pour moi un véritable pont qui m'a sorti de mon isolement pour revenir dans le monde du travail avec des personnes et des opportunités. Tout est affaire de collaboration et de partenariat. Le restaurant est ainsi hébergé gratuitement dans les murs d'un théâtre londonien. Il ne paye que les factures. Emma Yusuke a fourni les tables et les chaises disponibles à la vente. Les clients sont conquis et les fondateurs ont prévu d'ouvrir des établissements similaires à Berlin et à Lyon. Et on termine par ce scandale dans le monde du football. Djibril Cissé en garde à vue. L'ancien attaquant des Bleus est soupçonné avec 3 autres personnes de tentative d'extorsion de fonds aux dépens d'un autre footballeur.
Une affaire d'extorsion de fonds dans le milieu du foot. La police judiciaire de Versailles a placé 4 personnes en garde à vue, dont l'ancien attaquant de l'équipe de France, Djibril Cissé. Ces hommes sont suspectés d'avoir voulu faire chanter Mathieu Valbuena avec une prétendue sextape que le milieu international de l'Olympique lyonnais aurait tourné avec sa compagne. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, Djibril Cissé devrait être rapidement mis hors de cause. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.